Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Salut Éric. Salut Ronan. C'est un plat emblématique de la cuisine française, le veau marengo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ragoût de viande à la sauce tomate. Ce plat va de pair avec un personnage de l'histoire française, Napoléon Bonaparte. Et oui, le célèbre veau marengo serait né un jour de bataille, Éric. Oui Ronan, et tu as raison de dire serait né, parce que c'est lors de la bataille de Marengo dans la région du Piémont, on est au nord de l'Italie, que cette recette aurait été inventée. Alors, nous sommes au soir du 26 prairial en 8. Pardon ? Non, excuse-moi, je voulais dire au soir du 14 juin 1800. Le premier consul, Bonaparte, vient de remporter une victoire éclatante sur les Autrichiens. Si pendant la bataille, le tir a été nourri, Bonaparte, lui, ne l'a pas été nourri, et il est littéralement mort de faim. Il demande à son cuisinier, Dunant, de lui confectionner un bon petit plat. Le cuistot va donc devoir improviser une recette rapide avec les moyens du bord. Alors il déniche dans les décombres fumantes d'une maison 2 poulets égarés, de l'huile d'olive, 3-4 tomates, des œufs, des oignons, de l'ail, du persil, un morceau de pain rassis. Bon, des produits locaux quand même, auxquels il va appliquer une technique de cuisson novatrice. Dunant découpe le poulet cru en tout petits morceaux, il les fait sauter à feu vif. Alors d'ordinaire, le poulet aurait été plutôt rôti ou bouilli, mais ça aurait pris trop de temps pour le ventre affamé de Bonaparte. Alors au risque de te décevoir une fois de plus, Ronan, ce joli récit n'est pas confirmé par les historiens. Dunant n'est sans doute pas présent lors de la bataille de Marengo. Il n'entrera au service de Napoléon que le 19 août 1802. La recette du poulet marengo est sans doute d'origine piémontaise et elle aurait ensuite été adaptée, francisée après la victoire. Et surtout, à l'origine, le veau marengo, c'était avec du poulet. Eh ben oui, et puis Napoléon demandera souvent du poulet marengo à son cuistot. On va remplacer le poulet ensuite par du veau qui est jugé meilleur. Sous l'Empire, on préparera aussi du lapin marengo et puis on ajoutera des écrevisses, du vin blanc, des champignons, etc. On dit que Napoléon accordait peu d'intérêt à son alimentation. Effectivement, ça n'était pas du tout un gourmet. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ses douleurs gastriques chroniques bien connues aient été pour quelque chose dans son faible intérêt pour la gastronomie. Napoléon, il mange quand il a faim ou qu'il vient de finir une tâche, ce qui exigeait qu'il y ait toujours des plats, toujours prêts, dans la cuisine. Il dîne le plus souvent seul, sauf le dimanche où il partage son repas avec sa famille. Quand il mange seul, il engloutit son repas en moins de 10 minutes, 20 minutes s'il y a d'autres convives. Lors des campagnes militaires, il ne s'assied même pas pour manger, enfin sauf peut-être au soir de la bataille de Marengo. Enfin, il est assez expéditif et même devenu empereur, il consentira de consacrer jusqu'à 30 minutes à ses repas, mais pas plus. Ça reste assez rapide. Est-ce qu'il avait des plats préférés ? Dans l'ensemble, il avait des goûts fort simples. Du potage, des côtelettes d'agneau, du poulet, des pâtes archi-cuites. Il ne faut pas oublier que sa Corse natale a longtemps été une possession de Gênes, ville italienne qui excellait dans la fabrication des pastas. Un des plats préférés de Napoléon, c'était le boudin à la Richelieu, c'est-à-dire avec des pommes épicées de cannelle. Et sa campagne d'Égypte l'avait doté d'une passion pour les dattes. Et que buvait-il ? Eh bien, son vin préféré, qu'il buvait coupé d'eau glacée, mais ça c'était l'usage à l'époque, c'était le Chambertin, un vin de Bourgogne. Il préférait d'une manière générale les Bourgognes au Bordeaux. Et il buvait beaucoup de café, ce qui lui permettait de travailler tard dans la nuit. Bon, néanmoins, Ronan, même s'il n'était pas un grand gourmet, Napoléon avait conscience du rôle politique que peut jouer une bonne table. Il va d'abord confier cette mission à son ministre des Relations extérieures, Talleyrand. C'est-à-dire ? Eh bien, plusieurs fois par semaine, Talleyrand convie des hommes d'État, des ambassadeurs étrangers à des repas d'exception. Pour leur offrir l'excellence culinaire, il recrute le plus grand de tous les chefs de l'époque, Antonin Carême. Et dans les repas qu'il prépare, on déguste des huîtres, du foie gras, des asperges, des truffes. Le service dit à la française est toujours en vigueur. Les repas comportent 3 services de 24 plats chacun. Mon Dieu, c'est énorme.
Oui, mais enfin, rassure-toi, aucun convive, et heureusement pour lui, ne mangeait des 72 plats présentés. Il ne se servait que des mets que les serviteurs avaient disposés devant lui. Et donc, grâce à ces repas, Talleyrand réussissait à obtenir des infos? Eh oui, et on peut dire qu'il espionnait sous couvert de régaler. D'ailleurs, après la première abdication de Napoléon Ier en 1814, les nations victorieuses se réunissent à Vienne, en Autriche, pour décider du sort des territoires de l'empereur. Talleyrand part y représenter la France vaincue, mais avec la ferme intention d'utiliser son arme favorite, celle du banquet, pour espionner les princes et les diplomates. Talleyrand s'est installé à l'hôtel Kaunitz de Vienne avec le chef Antonin Carême. Il y organise des dîners fastueux, luxueux, bonne chère et bon vin aidant. Les invités oublient leur discrétion professionnelle et laissent filtrer des informations très confidentielles. Et puis Talleyrand, il peut aussi compter sur les valets pour lui rapporter ce qu'ils ont entendu pendant leur service. Talleyrand a la réputation de ne pas avoir eu un très grand sens moral. Il a beaucoup trahi au cours de sa carrière. On a pu dire de lui, je cite, « Le seul maître que Talleyrand n'ait jamais trahi est le fromage de Brie ». On raconte aussi que le blocus continental mis en place par Napoléon est à l'origine de l'essor du sucre de betterave. Et oui, Napoléon Ier va tenter de ruiner le Royaume-Uni en l'empêchant de commercer avec le reste de l'Europe. Mais du même coup, il empêche l'arrivée dans les ports français du sucre de canne originaire des Antilles. Et donc pour pallier à ce manque, l'empereur va donc encourager la culture de la betterave et la création d'usines permettant d'en extraire le sucre. Tout s'explique. Merci Eric. On termine avec l'explication d'une expression culinaire. Aujourd'hui Eric, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi on dit un cordon bleu pour évoquer une personne qui cuisine très bien. Eh bien, à l'origine, l'expression n'avait absolument rien à voir avec les talents culinaires du maître ou de la maîtresse de maison. Le cordon bleu, c'était une décoration. Une croix de Malte suspendue à un ruban bleu et qui était l'insigne des chevaliers du Saint-Esprit. C'est un ordre qui avait été créé en 1578 par Henri III et le cordon bleu, c'était la plus convoitée de toutes les décorations. Alors cet ordre des chevaliers du Saint-Esprit a été aboli par la Révolution de 1789 et des spécialistes racontent que quelques aristocrates qui étaient détenteurs de cette décoration prestigieuse se réunissaient régulièrement pour partager un repas gastronomique. Et donc de là serait née l'expression « faire un repas de cordon bleu ». Et aujourd'hui, les cordons bleus ne sont plus les personnes qui dégustent les plats, mais celles ou ceux qui les préparent. Merci encore Eric, on se retrouve très vite. Absolument. À bientôt Ronan.